Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi. On va tout de suite en kiosque avec la revue de presse. On commence évidemment par le quotidien Le Messager qui met en sa une remaniement ministériel. Le gouvernement de la rumeur face à un billard, maître des horloges, des officines autoproclamées proches du pouvoir, sature l'espace public annonçant et publiant les moutures d'un gouvernement en gestation. Le journal évoque aussi la consommation du whisky en sachet, qui est un véritable poison, dit ainsi Alphonse Aïssi Abena, qui est le président de la Fondation camerounaise des consommateurs. Il fait ainsi le procès des pouvoirs publics, qui avait d'ailleurs interdit la vente de cette boisson, qui jusqu'à aujourd'hui a pignon sur rue, et plutôt le marché de whisky en sachet se porte plutôt très bien, écrit donc le journal. Le quotidien La Nouvelle Expression parle de la finance internationale, cabale contre Freeland First Bank. C'est certainement le rayonnement international de la banque du Camerounais, Paul Fokam Komonié, qui lui vaut déjà des complots de la rude concurrence des grands groupes mondiaux. CPI, Gbagbo est libre. La chambre d'appel de la Cour pénale internationale, a confirmé l'acquittement prononcé le 28 janvier 2019. Les deux hommes, notamment Laurent Gbagbo et son l'ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, sont donc libres et devront choisir le pays où ils devront s'y rendre. Et d'ailleurs, le juge nigérian qui a demandé au greffier en chef de prendre toutes les dispositions sécuritaires pour leur départ de la CPI. Discours haineux, Moussongue en guerre. La commission du bilinguisme et du multiculturalisme vient de boucler une série de concertations à cet effet, écrit le journal. Puis le journal évoque aussi la vallée du thème, le rapport qui accable. L'association Foi et Justice a mené une enquête sur un projet agropastoral qui s'installe en catimini à Ambam, et les populations sont donc sous le coup d'être expropriées sans être toutefois indemnisées ni informées de ce qui va se passer sur les près de 30 000 hectares qui couvrent plusieurs villages. Le journal Mutation parle de vie chère, la galère de la ménagère, poisson, poulet, riz plantain riz plantain sont la tomate aussi. La flambée des prix devient intenable pour les ménages. À lire dans les colonnes du journal Mutation. Le journal Émergence parle de la CAN de football 2022, publie la liste des 31 équipes déjà qualifiées. Les différentes poules sont constituées en attendant le dernier qualifié de la rencontre entre la Sierra Leone et le Bénin, programmée pour le mois de juin prochain. Le journal parle aussi de cette opération de contrebande. 2600 téléphones saisis à Bouya, bataille de succession à Njombe-Pendja. Le journal La Tribune de l'Est, Tribune d'Afrique plutôt, parle de la mairie de Baranté. Je trouble de Ketia Cortez. Sans préavis, Madame la ministre du Développement urbain et de l'Habitat a fait une incursion à la mairie de Baranté le 25 mars dernier au mépris de la douleur qui étreignait les populations encore sous le choc de la perte de leur mère. Banganté avec une danse macabre qui frôle l'obscène et le cocasse, écrit donc Faustin Djikam, demain qui parle de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, définitivement acquittés suite à cette décision de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Le quotidien L'économie, 2020-2019, 19 ans, le Cameroun veut auditer sa dette intérieure. Paul Motazé, ministre des Finances, vient de lancer un appel à manifestation d'intérêt national pour la préqualification des cabinets qui devront réaliser ce travail. Le journal Relais d'Afrique parle de la résurgence de la Covid-19. Résurgence de la Covid-19, une nécessaire remobilisation dans le Vaurine. Le journal indique que depuis quelque temps, les populations n'observent plus du tout le respect des mesures barrières, le port systématique du de masque qui était obligatoire est devenu plutôt facultatif. Le journal L'Étendard parle de lettre ouverte. Vamour qui écrit à son bourreau présumé, l'ancien directeur général de la CRTV, qui a donc saisi le ministre de la Justice, Laurent Esso, pour lui faire part de ses craintes par rapport
à la pandémie de coronavirus qui sévit au pénitencier de Kondengi à Yaoundé, et l'ombre doute que, compte tenu de l'état précaire de sa santé, il pourrait être une proie facile pour le coronavirus. Voilà pour ce qui est donc de la revue de presse ce matin. Place à présent avec nos invités du jeudi. Bonjour Camille Nélé, bienvenue à la revue des Grandes Unes, évidemment avec l'actualité qui vous a marqué. Jean-Paul Chuniat, bonjour. Bonjour Guy-Hervé Fongan, mon compagnon du jeudi. Bonjour aux téléspectateurs et d'Equinox Télévision qui attendaient toujours avec beaucoup de fébrilité cette édition du jeudi. Le fait qui m'a marqué, lui, on peut dire qu'il date de quelques jours et il n'a pas suffisamment été exploité par la presse. C'est cette affaire, ce rapport de l'ONU qui accable les troupes françaises basées au Mali d'avoir massacré 19 civils au Mali. Ce n'est pas une ONG qui a sorti ce rapport, c'est l'ONU. Ce sont les observateurs de l'ONU qui ont toutes les infrastructures pour vérifier, les drones, les satellites et tout ça, qui ont établi que les militaires français ont attaqué un attroupement de personnes qui étaient rassemblés pour les cérémonies, les besoins de mariage, et qu'il n'y avait que 2 ou 3 hommes qui avaient des fusils là-dedans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement ni Amnesty International, ni les Human Rights Watch, ni les autres, personne n'a rien dit, personne n'a eu quoi que ce soit à redire. Il est vrai que la plupart de ces ONG ont les yeux uniquement braqués au Cameroun, oubliant les massacres multipliés qui se déroulent au Mali, au Niger et partout en Afrique de l'Ouest. Eh bien, ces ONG n'ont rien dit du tout. Et par contre, la personne qui a levé le doigt, c'est le ministre de la Défense de France, qui a dit que non, c'est faux, c'est pas possible. Elle a rué dans les brancards, cette dame, elle est même descendue jusqu'au Mali. Non, pourtant, il ne s'agissait pas de ces ONG qui, en réalité, accablent un pays comme le Cameroun à base d'allégations. Ce sont des allégations. Ils n'ont aucun élément matériel. Mais par contre, voilà l'ONU qui a des éléments et qui affirme. L'ONU, ce n'est pas des allégations. Or, pour le Cameroun, non, c'est facile. Dès que des petites ONG parlent, on prend ça pour argent comptant. Mais quand il s'agit de l'ONU, qui dit la vérité sur ce qu'on fait, sur des actes qui ont été posés par l'armée française en Afrique de l'Ouest, à ce moment-là, Et comme l'ONU n'est donc pas au Cameroun? L'ONU n'est pas au Cameroun, non, l'ONU est partout. L'ONU a des satellites partout. Mais l'ONU, par contre, on ne peut pas dire que l'ONU a un problème particulier contre la France. Mais l'ONU a sorti un rapport qui devrait être irréfutable, compte tenu de ces éléments. Mais là, c'est le ministre même de la Défense française qui vient réfuter cela. Alors, quand le ministre de la Défense camerounaise dit que non, ce qui se passe est faux, on se met à lui lancer des flèches empoisonnées. Puisque par le passé, Camille Nélé, on a fait des sorties, comme vous l'indiquez, mais par après, le gouvernement a fini par avouer. Avouer quoi? Avouer qu'il y a eu des exactions. Mais Jean-Paul Chuniat, on ne parle pas de ce qui se passe au Cameroun, parce que ce qui se passe au Cameroun, c'est une guerre asymétrique extrêmement dangereuse. Ce qui se passe au Sahel, c'est quoi? Avec l'armée française qui est stationnée au Sahel depuis plus de 15 ans, avec des milliers d'hommes. Mais avec cette guerre-là, il ne réussit jamais à la terminer. Pourquoi parler du Cameroun, où le Cameroun est face à des assassins, des bandes d'assassins? Guy-Hervé Fongan, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Il n'y a pas de politique septito cette semaine? Il est en train d'arriver là. Peut-être que c'est un peu tardivement, donc vous le recevrez en tout cas. Donc, bonjour Jean-Paul et bonjour nombreux téléspectateurs qui prennent du plaisir à regarder la revue qualitative des unes paraissant au Cameroun. Juste une parenthèse pour dire que, entre autres, une des choses qui m'a marqué, c'est que vous devez écrire plus souvent dans la nouvelle expression. C'est rare et c'est assez fort pour ne pas être souligné de 2 traits. Vous devrez écrire plus souvent en nouvelle expression. Autre chose, moi qui m'a marqué, pour être plus straight to the point, c'est pour dire que moi j'ai été cette semaine marqué par la victoire de Francis Ngannou. Vous savez, beaucoup de Camerounais comme moi ont passé une nuit blanche de samedi à dimanche pour attendre ce moment-là, ce grand moment de télévision, et on était tous agréablement surpris. Moi en premier, vous savez qu'il avait perdu son premier combat. Face au même Américain. Son dernier combat, c'était pas son premier combat. Oui, son dernier, face au même adversaire. Et cette fois, il a brillamment battu par KO. Je pense que c'est une grosse fierté pour nous autres. Je pense que notre régime devrait pouvoir capitaliser tout ça. Parce que moi, ce qui me désole dans cette affaire, voilà un champion du monde, le plus fort du monde, disons-le ainsi, qui est camerounais. On est à quelques mois de la CAN. Ça veut dire que plus de personnes vont davantage s'intéresser au Cameroun.
vouloir savoir qui est Ngannou, d'où il vient, etc. Beaucoup vont découvrir qu'il est Camerounais et auront envie de vouloir. Donc voilà notre prétexte pour vendre la destination Cameroun. Et j'étais très heureux de cette victoire-là quand on sait le parcours qui est le sien. Il est parti de rien, de bâtir pour se hisser au toit du monde, de sa propre force, de sa propre détermination, de son propre engagement. Je pense que c'est une véritable success story qui mérite d'être enseigné aux autres, qu'avec la volonté, la détermination, on peut y arriver, parce que l'impossible recule quand on vient vers lui, et Ngannou en est le parfait exemple. Encore le fameux slogan du Cameroun, c'est impossible n'est pas Camerounais. N'est pas Camerounais. Voilà le parfait, la parfaite illustration. La parfaite illustration, c'est français. J'ai l'impression qu'il y avait, que vous ne découvrez Ngannou qu'avec sa victoire sur Miocic. Ngannou fait parler de lui depuis au moins 2 ans. 2 ans où il a d'abord commencé par remporter toute une foule de victoires en France. C'est-à-dire que tous ces combats, c'était des KO. Le premier quoi qu'il a connu, c'est justement contre Miocic, en allant sur l'arène américaine. Mais Ngannou, non seulement, c'est une superstar internationale depuis longtemps, que les Camerounais ne découvrent pas. Et d'ailleurs, pas beaucoup de Camerounais, il y a peu de Camerounais qui connaissent ce que c'est que le MMA. C'est vrai. Plus que cela, Ngannou est arrivé ici il y a 2 ou 3 mois. On a vu comment il a fait le tour du Cameroun. Bon, c'est aussi vrai que le sport au Cameroun, c'est le foot. Donc, émettons le vœu que cette victoire serve au régime en place pour davantage vendre la destination Cameroun pendant la CAN qui arrive. Merci pour ces précisions, chers messieurs. On démarre donc avec notre menu habituel. Camille Nélé, une nouvelle qui est tombée hier, qui a fait le tour du monde, l'acquittement définitif de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Ben, c'est une nouvelle qui... La fin d'un feuilleton judiciaire. Ben, la fin d'un feuilleton judiciaire, la fin d'un drame judiciaire aussi. La fin d'un calvaire pour beaucoup de personnes, mais aussi la désillusion aussi de beaucoup. Parce que si l'acquittement de Laurent Gbagbo a fait exploser des millions d'Ivoiriens de joie, il y a aussi beaucoup... Et même au-delà de la Côte d'Ivoire. Il y a aussi beaucoup en Côte d'Ivoire qui ne sont pas contents du tout, bien qui estiment que ce n'est pas exactement cela. Parce que, vous savez, l'affaire Gbagbo, c'est une affaire qui a démarré il y a 11 ans, il y a 10 ans. On arrête M. Gbagbo en 2011. Tout à fait. On le traîne devant la Cour pénale internationale. Cette Cour pénale internationale, en réalité, contre laquelle se sont insurgés pas mal de pays libres qui estimaient qu'il n'y a pas de raison qu'on puisse traîner qui on veut, n'importe quel chef d'État devant une Cour pénale. Alors qu'il y a d'autres chefs d'État. Alors qu'il y a d'autres chefs d'État. George Bush. Les chefs d'État qui commettent même des massacres au vu au-dessus de tout le monde. Qui ne sont pas inquiétés. Qui estiment que non, ce n'est pas leur problème. On ne peut pas, ça ne vaut pas la peine de citer les noms ici. Donc, M. Gbagbo a été traîné de face devant la Cour pénale. Il a passé 10 ans, 10 ans de procédure. Mais comment voulez-vous qu'après 10 ans, on estime que le résultat final est qu'il n'a rien fait, il a quitté. Et ces 10 ans qu'il a perdu, où est-ce qu'on va le mettre? Est-ce que ça va passer par perte et profit? Est-ce qu'il est prévu, la Cour pénale a-t-elle prévu dans ces textes que, bon, en cas d'acquittement, est-ce qu'il y a un dédommagement? Parce que si c'est le cas, j'ai l'impression que M. Gbagbo sera grassement dédommagé. Mais l'acquittement de M. Gbagbo aussi questionne tous ceux qui ont suivi de près la crise ivoirienne, tous ceux qui ont commencé à la suivre à partir du moment où un certain Toakeus Mabri a arraché la feuille des résultats, et ça a déclenché justement cette contestation qui s'est déroulée jusqu'à l'affrontement armé, on a même vu comment les militaires ivoiriens ont cassé la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. On a vu comment il y a eu des morts un peu partout à gauche et à droite. Maintenant, au bout du compte, il y a eu 3000 morts. Mais les 3000 morts, qui en est responsable? Quels sont les responsables? Parce qu'il y a des protagonistes de cette crise. Il y a Gbagbo, il y a Ouattara, il y a Soro. Bon, maintenant, Gbagbo aujourd'hui a quitté. Faudra-t-il maintenant passer Ouattara et Soro devant pour voir quelle part de responsabilité? Leur part de responsabilité, parce que ces 3000 morts ne peuvent pas passer par perte de profit. Donc, dans la forme, oui, M. Gbagbo est libre. Ça démontre que cette Cour pénale internationale, non seulement elle peut se placer au-dessus des considérations épidermiques, parce que peut-être faudrait-il lire à travers cette décision la mauvaise constitution du dossier. Vous savez, quand on vous accuse d'assassinat alors que vous avez giflé quelqu'un, forcément, au bout de 5, 6, 7 ans, on finira par établir que non, c'était pas un assassinat, c'était juste une gifle. Et la gifle, c'est pas la gifle qui l'a tué, il avait déjà le palu. Donc cette affaire-là, ça démontre que la CPI, 1, n'est pas infaillible. 2, elle peut remettre en question les intérêts qui sont déclenchés par les personnes
traîne de force les présumés coupables devant dans une logique de la raison du plus fort. Le plus fort, la raison du vainqueur. Donc, je pense aujourd'hui que M. Gbagbo est libre, mais seulement c'est la suite qui va être intéressante. Oui, il est libre de retourner en Côte d'Ivoire, mais ça va être comment? Comment est-ce que ça va se passer entre lui et Ouattara? Comment ça va se passer maintenant entre Blé-Goudé et Ouattara? Et tous ceux qui sont restés en Côte d'Ivoire et tous ceux qui étaient en train d'actionner. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant qu'ils étaient devant la CPI, il y a des personnes qui étaient dépêchées de Côte d'Ivoire pour aller être des témoins et des accusateurs contre Gbagbo. Quelle sera la suite? Et maintenant, y aura-t-il une sorte d'apaisement? Et Soro, dans tout cela, va-t-il revenir en Côte d'Ivoire? Déjà, il y a un mandat d'arrêt qui est lancé contre lui. Et moi, je pense que l'acquittement de Gbagbo aujourd'hui est une grande chose, c'est une bonne chose, dans le sens maintenant du retour à la case de départ. À la case de départ. Mais maintenant, avec cette case de départ, ce sera comment? Dieu seul, là, c'est la question. Dieu seul reconnaîtra les siens. Guy Hervé Fongan, au départ, on a envie de dire un procès vicié, puisque au bout du compte, tout ce qui avait été retenu comme charge contre Laurent Gbagbo, ces charges ont été simplement vidées par la CPI. La question qu'on pourrait se poser, les 3000 morts dont évoquait Camille Nélé, est-ce qu'ils sont seulement mettre à l'actif de Laurent Gbagbo? Très belle question. Quand j'ai entendu ce verdict hier, je ne sais pas s'ils font en rire ou en pleurer. Pour répondre à votre question, la guerre, c'est comme l'amour. Il faut être deux. Il faut être deux pour faire la guerre, il faut être deux pour faire l'amour. Et j'étais très déçu par ce verdict-là. Parce que si 10 ans plus tard, on arrive à conclure que Gbagbo est innocent, ça veut dire qu'il faut trouver le coupable. Il faut rapidement trouver le coupable, il faut les identifier. Si Gbagbo n'a pas, officiellement pas plus de 3000 morts, il n'a pas tué 3000, enfin entre guillemets, tout seul. Ça veut dire qu'il y avait un camp face à qui il était opposé, il faut identifier. Maintenant, il est plus qu'urgent d'identifier ce camp et de le faire passer à la barre. Et il faut indiquer clairement qu'il y avait le camp Ouattara, il y avait absolument, le camp, absolument. Soro. Le pays était divisé. Non, enfin, il y avait pas. Protagonistes. Les protagonistes doivent maintenant qu'il est établi que Gbagbo est innocent dans cette affaire, ça veut dire qu'il faut trouver le coupable. Donc moi, il y a un goût d'inachevé dans ce verdict, moi qui me gêne un peu. Il y a un vrai goût d'inachevé. Maintenant, il faut aller au bout de la décision. S'il est coupable, s'il est innocent, il faut trouver le coupable. Et le coupable, naturellement, est-ce qu'il revenait à la CPI, peut avoir une idée. À la CPI, il revenait. Le cas qui a été soumis à la CPI, c'était de voir si déjà le procès était vicié dès l'entame du procès. On ne peut pas avoir une guerre où on dit qu'il y a 3000 morts et on joue un seul camp. Donc, dès le commencement du procès, il y avait un vice dans la précipitation. Dans la procédure. Non, pas la précipitation, c'était un acharnement. Il y a un acharnement souhaité, voulu. Vous avez tous observé comme moi la brutalité avec laquelle Fatou Bensouda gérait de manière quotidienne cette affaire. On a tous suivi les procès en direct de Gbagbo avec Charles Blé-Goudé. On a tous suivi comme un acharnement contre Laurent Gbagbo. Maintenant qu'il est établi, il est innocent, ça veut dire que il faut qu'on aille au bout de la logique en trouvant les coupables et en les punissant. Et aujourd'hui, donc, Ouattara ils se doivent passer à la barre pour donner la version de fait. Quoi que le temps est... Et moi, ça me conforte dans l'idée selon laquelle, finalement, le temps est le véritable tribunal de l'histoire. 10 ans, voilà, 10 ans d'écoulés. Et puis, quoi qu'on dise, il serait trop facile que Gbagbo soit aussi libéré de manière aussi cavalière. Parce que ça fait 10 ans de sa vie qu'il a passé en prison pour rien. Maintenant, comment est-ce qu'on règle ça? Quel est le mécanisme juridique enclenché pour réparer ce préjudice? Ça, il faut également s'y pencher. Il va falloir régler ça. Et les Camerounais, les Africains en général, comme moi, n'ont pas oublié la manière sauvage avec laquelle Gbagbo avait été arrêté. Souvenez-vous, en petite tenue, avec sa femme, humilié devant les caméras. Dans sa chambre. Humilié devant les caméras du monde entier. Traîné à l'hôtel. Traîné en petite tenue avec sa femme. Jusqu'aujourd'hui, beaucoup d'Africains se souviennent encore de cette image d'un chef d'État humilié à Mondovision. C'était traumatisant. Et des scènes comme cela, on n'aimerait plus revivre ça. Même votre pire ennemi, vous ne lui souhaitez pas ce genre d'humiliation. Donc il y a toutes ces scènes-là, on souhaiterait que vraiment, il faut dire le droit jusqu'au bout et punir les coupables. Maintenant, on peut épiloguer sur l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que Gbagbo devra retourner forcément en Côte d'Ivoire ce verdict pour moi arrive un peu trop tard. Il arrive tard parce qu'ils ont tout fait, Fatou Bensouda, pour manœuvrer, pour que Gbagbo soit libéré après l'élection présidentielle. Il aurait été libéré avant
que les choses seraient totalement différentes en Côte d'Ivoire. Ils ont tout manœuvré, ils ont fait durer la procédure pour que Gbagbo sorte après l'élection présidentielle. Après la pseudo-élection de Alassane, qui une fois de plus a encore été dramatiquement élu. Camille Nélé, quand on observe ce qui vient de se passer à la CPI, est-ce que lors de l'arrestation de Laurent Gbagbo, il y avait les forces spéciales françaises, il y avait les forces de l'ONU contre Laurent Gbagbo, des forces spéciales françaises et les forces de l'ONU censées être normalement des forces d'interposition et des forces neutres. Comment expliquer qu'ils ont participé, après avoir participé à l'arrestation de Laurent Gbagbo, est-ce que ça ne traduisait pas déjà qu'il y avait un complot d'État et même international contre Laurent Gbagbo? Non, mais vous savez, aujourd'hui, revenir sur les conditions dramatiques de cette crise post-électorale en Côte d'Ivoire, il faudrait vraiment qu'on revienne dans le détail, qu'on comprenne l'implication des uns et des autres, aussi bien de la France, aussi bien de l'émissaire de l'ONU qui était installé à l'hôtel du Golfe, et où d'ailleurs était installé M. Ouattara. Il faudrait revenir... Où il a prêté serment. Il faudrait vraiment revenir sur tout cela, parce qu'il faut faire un rewind de toute cette histoire-là pour maintenant comprendre exactement quelles sont les motivations des uns et des autres, et maintenant quel était le but, l'objectif visé en envoyant Gbagbo devant la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, Gbagbo a été condamné. La partie civile, non, la partie acquittée, je veux dire, la partie civile, c'était la Cour pénale internationale. Or, la partie civile, la Cour pénale internationale, il faudrait qu'elle paye. Qu'elle dise maintenant que voilà, on vous a arrêté, on vous a traduit, on vous a gardé pendant 10 ans. Maintenant, il va falloir qu'on vous dédommage. Maintenant, pour revenir à la situation dramatique que le monde entier a vécu en direct. Moi, j'ai encore chez moi le reportage des conditions de l'arrestation de Gbagbo. Comment il sort d'un trou, d'un bunker, en disant ne me tuez pas. Il dit ne me tuez pas, ne me tuez pas. Et ensuite, comment on le traite d'un gilet pare-balles pour qu'une balle perdue ne vienne pas le prendre. Comment on le traîne à côté du Golfe. Comment Madame Gbagbo est tirée, on arrache les rastas de Madame Gbagbo. Cette photo, elle est vraiment pathétique, où on la voit à demi dénudée, avec le soutien qui est dehors, le soutien gauche qui est dehors, des rastas complètement arrachés. C'était quelque chose d'hallucinant, c'est quelque chose d'unique. Même au moment de l'arrestation de Chelsea en Roumanie, c'était pas comme ça. Donc aujourd'hui, en réalité, c'est ce mauvais feuilleton de la déchéance d'un chef d'État, de son arrestation et de son expédition en prison. Il va falloir qu'on revienne là-dessus, dans le détail. Ne nous contentons pas seulement de ce verdict aujourd'hui qui vient réparer une imposture judiciaire. Maintenant, il faut tout revoir, tout recommencer. Commencer à voir même le climat qu'il y avait. Parce que pendant la campagne électorale qui était assez électrique, vous comprenez? Moi, je me souviens encore du débat. Est-ce que le rôle de la France n'était pas d'installer Ouattara au pouvoir, finalement? L'objectif, pas le rôle. L'objectif, je veux dire. Oui, l'objectif, forcément. L'objectif de la France était d'installer Ouattara. La France qui déjà regardait Laurent Gbagbo de travers depuis un certain temps, qui n'était pas d'accord avec Gbagbo. Pourtant, Gbagbo avait été l'un des pupilles de la France à un moment donné. Mais seulement, ça n'allait plus, le mariage avait eu le temps de... Il n'acceptait plus qu'on exploite les... Non, je pense que là, Jean-Paul vient de dire quelque chose d'essentiel qui est peut-être pas suffisamment mis en avant. Quand on parle de l'implication de l'Occident, notamment de la France, souvenez-vous très bien de la première image de diffusion qui a été diffusée quand on arrête Gbagbo. La toute première image du LCI et quelques chaînes françaises, l'armée française arrête Gbagbo. Tout de suite après, la première image, beaucoup de gens comme moi s'en souviennent, qui avait été diffusée. C'était l'armée française, c'était le CNT qui était en bas. L'armée française arrête Gbagbo. Arrête Gbagbo. Et quelques temps après, ils ont rapidement rectifié en mettant l'armée ivoirienne. Non, Guy, ça c'est la première image. Non, Guy avait... Toute première image, c'est celle-là. Le CNT qui était en bas. Ça a été le CNT, voilà. Mais seulement... Ils ont rectifié après, mais sauf qu'on avait déjà vu. C'est l'armée française qui a bombardé le palais. Tout à fait. C'est l'armée française qui était à la manœuvre. Mais seulement les gens qui ont sorti Gbagbo après, ils ont rectifié. Du bunker, ce sont les hommes de Soro. On a balisé le chemin pour qu'on aille... Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ils étaient accompagnés des soldats français. On sort donc de ce sujet pour rester toujours dans un autre feuilleton judiciaire. Le cas Amadou Vamoulke, qui a écrit au ministre d'État, au ministre Laurent Esso, ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour lui faire part de ses inquiétudes par rapport à sa situation sanitaire. Il a peur du coronavirus qui pourrait le prendre comme une proie. Et il a quand même décrit un certain nombre d'attitudes du ministre Laurent Esso, sa froideur, à ne pas s'indigner qu'un
un détenu comme lui, soit quelqu'un qui est en détention préventive, soit à son 64e renvoi? J'invite les Camerounais à ne pas lire ce courrier d'Amadou Vamoulke avec des œillères. Et de très bien lire, surtout l'avant-dernier paragraphe, qui pour moi est assez profond. Et il fait allusion à son département surtout bien lire l'avant-dernier paragraphe qui est assez profond. Chacun va lire et se fera sa propre religion. La deuxième chose que je vais dire, c'est qu'en relisant de manière sereine et lucide cette correspondance, on voit tous très bien que ce n'est pas le prétexte mis en avant qui est l'information essentielle. C'est-à-dire que le corona, qui s'est vu en prison, qui n'est pas l'information principale. Mais le rédacteur a choisi de faire ça comme ça. Mais sauf que c'est comme une bouteille qu'on jette à la mer. Comme disait le poète, chacun devrait pouvoir en tirer l'essentiel. Il dit des choses plus profondes et plus graves que le corona qui est mis en avant. Que les Camerounais relisent très bien ce courrier. Bon, maintenant, pour revenir à la question que vous avez posée, il faut simplement dire que on est quand même un peu embêté de savoir que quelqu'un qui a reçu des félicitations du conseil d'administration durant 11 ans de gestion à la CRTV, parce qu'on estime que sa gestion était, j'allais dire, propre. Avec des différents contrôles supérieurs de l'État. Quelqu'un qui a demandé qu'on divise son salaire par 4, parce qu'il estimait qu'il était indécent qu'un directeur général touche un tel salaire dans un environnement où les populations vivent dans un misérabilisme déconcertant, qu'on puisse accuser un monsieur comme ça de détournement. Donc, il y a tellement d'incohérences autour de ça qui gênent et qui dérangent. 5 ans plus tard, on n'arrive pas à trouver des mobiles d'arrestation. C'est quand même assez curieux. Vous savez que le Cameroun, c'est un des rares pays au monde qui a inventé... on vous arrête et non seulement on vous arrête et on trouve les preuves après, mais qui a inventé ce qu'ils ont appelé complicité intellectuelle. Coaction par complicité intellectuelle. Voilà, donc ça c'est une invention purement camerounaise. Donc il faut dire que c'est un peu pénible dans cette situation, parce que si vous êtes coupable, qu'on vous condamne simplement, si vous êtes innocent, qu'on vous libère. Donc cette situation que vit l'ancien directeur général, on ressent en réalité à de la pure métaphysique, c'est totalement irrationnel. Kamine, pendant de longues années, ici vous n'avez manqué de rasséréner ici sur ce plateau, le cas d'Amadou Vamoulke, un procès finalement à la France Kafka. Vous faites bien de dire que pendant des années, parce que depuis 5 ans, et régulièrement sur ce plateau, je fais état de cette situation, de la situation que vit l'ex-directeur de la CRTV, Amadou Vamoulke, qui a passé 11 ans à la tête de cette structure. 11 ans qui, avant cette société, était connu pour sa rigueur en tant que journaliste et en tant que gestionnaire, parce que les gens ne savent peut-être pas que Amadou Vamoulke, avant d'être directeur de la CRTV, avait été directeur de l'imprimerie nationale et qu'il avait démissionné de cette grande structure parce qu'il avait estimé qu'il n'a pas suffisamment de moyens. Il avait écrit au chef de l'État, il dit que si je ne peux pas avoir les moyens pour fonctionner, je préfère démissionner. Il a démissionné, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans le privé avec la CITABA. Bon, la suite. Mais depuis au moment où Amadou Vamoulke arrive à la CRTV, en réalité, il a rencontré une sorte d'animosité. Une animosité, il y avait un système qui était... Les cadres de la maison. Les cadres de la maison qui étaient habitués à fonctionner qui ont fonctionné pendant 18 ans sur un certain mode. Et lui qui arrive déjà, vous l'avez dit, commençant par refuser son salaire en disant qu'il est trop élevé, qu'on le ramène à des proportions un peu plus acceptables. Mais Amadou Vamoulke, c'est quelqu'un qui pendant 11 ans a eu 11 conseils d'administration qui... au cours desquels il recevait cutus. Non seulement les quitus, mais les gens les administrateurs venaient avec des loups pour regarder exactement où est-ce qu'on peut trouver un franc petite bête. Mais seulement au-delà de ces 11 conseils d'administration, il y avait 2-3 contrôles supérieurs de l'État chaque année, parce que tout le temps dans les journaux on écrivait que Vamoulke a volé. Au moment où on l'enlève de la CRTV, il y a un de ses amis qui lui a dit qu'on va t'arrêter. Il dit, on va arrêter, que j'ai fait quoi? On dit que tu as détourné l'argent. Il a montré sa tête en disant, go, voyez ma tête, vous avez voyé les cheveux? Il dit, non mais comment est-ce que, s'il n'y a pas de cheveux, comment vous allez trouver un pou là-dedans? Si on m'arrête, c'est pas parce qu'on veut chercher des poux. On verra bien comment on va trouver des poux sur une tête sans cheveux. Effectivement, il a eu raison. 5 ans après, on l'arrête, il n'y a toujours pas de preuves. La multiplication des audiences démontre tout simplement que l'accusation n'a même pas brandir de preuves. Or, ce qui est dramatique avec cette lettre aujourd'hui, elle interroge, elle fait le procès de la justice camerounaise. Mais cette justice camerounaise qu'on va trop facilement imputer à Paul Biya, en faisant croire que c'est Paul Biya qui est responsable ou qui a donné des instructions. Non, ce sont les hommes chargés
de rendre cette justice, qui devrait savoir qu'on ne peut pas garder un homme pendant 5 ans sans le juger. On ne peut pas traîner une procédure sans preuve, sans aucune preuve. Mais cette justice-là, et c'est devenu courant aujourd'hui. C'est devenu courant. C'est pas seulement le ministre de la Justice qu'il faut accuser. Il y a même le président de la Cour suprême. Moi, je me souviens dans le cas de Rafa Amidouaya, qui, devant la Cour suprême, le président de la Cour suprême a été incapable de dire le droit en regardant le public droit dans les yeux. Donc, l'affaire Amadou Vamolke, c'est la justice camerounaise qui est intéressée. Et au premier chef, le ministre de la Justice, qui pourtant est un magistrat chevronné, magistrat hors hiérarchie. Mais est-ce qu'il ne voit pas, il ne peut pas se poser des questions sur cette affaire Vamolke? Est-il partie prenante là-dedans? A-t-il donné des instructions? Les magistrats eux-mêmes qui sont là pour juger cette affaire, que pensent-ils de cette affaire? Là, aujourd'hui, c'est une cascade de questions qu'il faut se poser. Merci Camille et Léon. Aussi, la régie nous signale que nous sommes arrivés au terme de cette édition. Gervais Fongan, peut-être on aura l'occasion demain de revenir sur le gouvernement de la rumeur. C'est vrai que nous sommes un 1er avril. Et le sujet qui est préoccupant aussi, les discours de la haine, jusqu'où peut aller Peter Mafani Moussonguel, le président de cette commission. Madame, messieurs, c'était tout pour cette édition de la revue des Grandes Unes. Restez scotchés sur les programmes Equinox Télévision. On l'a bien.